Alors, est-ce que Fabrice est de retour? Ah, le voilà. Eh Bonjour. ben, bonjour Christian, bonjour à tous et à Bonjour toutes. Fabrice. Voilà, donc bonjour tout le monde, bonjour Fabrice. Donc bienvenue à tout le monde pour cette présentation. Donc ce webinaire consacré à la société Amoeba. Je vous le répète une dernière fois, on ne peut pas présenter, montrer le nom et les prénoms des participants, donc vous ne pouvez pas voir les questions de tout le monde. Donc je me ferai l'intermédiaire entre vous, vos questions, et donc le fondateur et PDG de la société qui s'appelle Fabrice Plasson. Voilà tout simplement. Donc Fabrice, si vous voulez, on peut commencer. Eh ben, c'est quand vous le souhaitez. Si c'est bon Allez, pour vous, c'est bon pour moi. allez, pas de problème, on commence. Et puis donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vais les noter. Si c'est en accord avec ce que dit Patrice, entre guillemets, sur le même sujet, dans ces cas-là, je lui pose directement la question. Sinon, j'attendrai un tout petit peu. Vous savez que souvent, il y a des réponses dans les slides qui suivent. Donc, soyez pas trop pressés. Attendez un tout petit peu avant de poser votre question. Allez-y, Fabrice. Merci Christian. Donc, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir été présent et d'être présent avec nous aujourd'hui. L'objectif en fait de ce webinaire est assez simple. C'est présenter la société Amoeba pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et je sais qu'il y en a certains parmi vous qui ont certainement peut-être entendu parler d'Amoeba, mais n'ont pas toutes les informations la concernant. Et deuxièmement, répondre à des questions beaucoup plus précises qui sont d'ordre d'actualité par rapport à la société Amoeba, comme les annonces réglementaires, en quoi elles ont impacté la stratégie d'Amoeba. Deuxièmement, vous savez que ces annonces réglementaires ont et entraîneront des conséquences très positives pour la société sur plusieurs années. Donc, c'est de vous expliquer un petit peu comment la société va se déployer sur les quelques années à venir et sur les continents, puisque en effet, il y aura l'Europe et les États-Unis et d'autres continents. Donc on verra tout ça lors de la présentation. On essayera de répondre largement à ces trois thématiques. Donc, comme l'a dit Christian, n'hésitez surtout pas. Je préfère des présentations interactives. Donc, s'il y a des questions qui viennent au fil de l'eau, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sauf si jamais je dis trop souvent, c'est dans la prochaine slide. Dans ces cas-là, on arrêtera les questions et on passera les slides, si vous en êtes d'accord. D'accord, Voilà, c'est merci à parfait. tout le monde en tout cas. Donc, ce qui est important pardon, hop, on va y aller tout doucement. Le sommaire, donc ce que vous allez avoir pendant les quelques minutes qui vont suivre, c'est une présentation d'Amoeba, la vision de la société et de son marché, les actualités réglementaires qui sont importantes pour la société Amoeba. On fera un focus sur la transition. Pourquoi la transition? Eh ben, on verra que le marché des fongicides est le marché de commercialisation rêvé pour Amoeba. Euh, Tous les projets de développement qui vont sous-tendre cette arrivée de la société dans la partie fongicide. Et puis évidemment, comme je vous l'ai dit, vos questions-réponses tout au long du fil de l'eau de la D'accord. présentation. Donc sur la partie Amoeba, pour ceux qui ne connaîtraient pas Amoeba, c'est une société biotechnologique située à Lyon. Nous sommes un des acteurs du traitement du risque microbiologique dans la santé et dans la protection des plantes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la société a pour vocation de remplacer tout impact chimique par un impact biologique, c'est-à-dire quelque chose de soutenable, responsable pour nos générations futures. Et donc, d'arriver à gérer ce risque microbiologique dans les meilleures conditions possibles pour l'homme et la planète. Pour ce faire, on utilise une technologie de rupture brevetée qui appartient qu'à Amoeba, dont le savoir-faire industriel appartient aussi que à Amoeba. Et ce micro-organisme que nous utilisons s'appelle Willartia magna C2C maki. Nous l'appelons Willy en raccourci et nous l'utilisons dans différentes applications sous forme lysée, comme dans le biocontrôle, donc coupé en morceaux, et ce qui nous permet d'avoir une activité soit antifongique, soit antibactérienne. Voilà comment se situe la société aujourd'hui. Notre vision est assez simple. Amoeba est une société qui est tournée vers l'avenir et c'est une société qui a un impact sur l'environnement et sur l'homme. Pourquoi nous considérons que la gestion de nos ressources clés, l'eau, l'air et la nourriture, ont été gérées pendant des années avec une solution qui s'appelle la chimie,
Nous pensons que cette solution n'est plus soutenable et que la biologie a un rôle majeur à jouer dans la soutenabilité du traitement de ces ressources pour les générations à venir. Et donc, nous sommes un des acteurs de la biologie pour justement avoir un environnement plus respectueux de l'eau, l'air et la nourriture. Nous avons une possibilité de le faire grâce à une triple expertise au niveau d'Amoeba. C'est donc notre business model qui se constitue autour d'un centre recherche et développement qui a une expertise scientifique autour de l'amibe Willartia manias et de ses maquis, mais industrielle, parce qu'on parle beaucoup d'industrialisation de la France et c'est un grand enjeu européen. Nous avons déjà industrialisé une partie de notre process, ce qui est une chose assez extraordinaire, et en France, et que nous possédons, nous, en savoir-faire. Et deuxièmement, commercial, puisque nous avons engagé cette transition vers la partie commerciale. Amoeba, en tant que biotech pour la première fois, ça n'arrive pas à toutes les biotech, va pouvoir commercialiser son produit d'ici quelques années. Et on reviendra sur le sujet d'ici très peu de temps. Nous voulons montrer qu'en 2024 et dès 2024, Amoeba peut avoir un impact positif sur l'environnement, sur l'homme et sur votre santé au travers de la réduction des produits phytosanitaires, donc chimiques, utilisés au niveau de l'agriculture mondiale. Et donc ça, c'est très facilement comptable. Et donc c'est un indicateur qu'on mettra en place pour montrer à quel point on peut avoir un impact sur l'agriculture mondiale, en tout cas européenne, américaine et sud-américaine dans les prochaines années. Il faut être clair, nous pensons que les ressources chimiques sont importantes et qu'on ne pourra pas s'en passer du jour au lendemain. Il serait utopique d'imaginer un renversement complet de la chimie vers la biologie. Pardon. Il est clair que la biologie prendra son pas et deviendra un complément jusqu'au jour où l'ensemble des solutions biologiques seront suffisamment performantes pour permettre en fait un effacement complet des solutions qui ont un impact négatif sur l'homme et sur l'environnement. Alors, Fabrice, si je peux me permettre 2 secondes, il y a Eric qui me dit, mais on ne parle plus de biocides, du coup. Première question. Et deuxième question de Kim, du coup, est-ce que le but aussi, c'est peut-être de remplacer progressivement les pesticides? Alors, je vais répondre aux 2 questions, même si les slides arrivent, mais on va jouer au jeu des questions, c'est plus important. Le biocide en Europe est quelque chose qui est terminé, c'est-à-dire que nous ne reviendrons pas sur le biocide. Nous avons essayé 2 fois. Je vous expliquerai pourquoi on a réessayé une deuxième fois, parce qu'on avait les éléments qui nous faisaient penser et nous permettaient d'espérer un redressement. Ça n'a pas été le cas et je vous donnerai les raisons pour lesquelles en fait ça n'a pas été le cas. Et elles ne sont ni scientifiques ni réglementaires, elles sont plutôt d'ordre, on va dire, conceptuel par rapport aux guidelines. Voilà. Donc c'est plutôt un environnement qui n'est pas favorable parce que pas encore prêt avec des réglementations pas suffisamment fines et affinées. D'accord. Et remplacer les pesticides, oui, clairement. Notre objectif aujourd'hui, et ce que Amoeba est en train de mettre en place et mettra en place en 2024 dès la commercialisation, c'est à commencer à substituer les pesticides chimiques par notre produit et vous verrez le nombre d'applications qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir substituer. C'est unique au niveau mondial qu'une société n'a la capacité d'avoir un spectre aussi large que la nôtre avec un niveau d'efficacité aussi fort. Donc on a en effet tous les éléments aujourd'hui qui nous permettent de dire on pourra remplacer les pesticides chimiques dans un premier temps partiellement et on l'espère totalement dans certains cas et très rapidement. Merci. Merci en tout cas pour les questions. Donc un petit historique est très rapide pour vous rappeler que Amoeba est née en 2010. Elle s'est construite sur le traitement de l'eau jusqu'en 2015 et elle a eu en 2016 une autre application qui est sortie qui était le biocontrôle. Et donc depuis 2016, la plupart de la dépense entre 2018, on va dire, et 2022, la plupart des dépenses engendrées ont été pour le biocontrôle et pas pour la partie biocide. Donc vous verrez que l'impact finalement biocide pour nous n'a eu que très peu d'effet sur la partie trésorerie depuis 2018. C'est à peu près de l'ordre de 100 000 € dépensés par an pour le biocide, alors que nous sommes sur une dépense annuelle de 6 millions d'euros. Donc le biocide n'a pas représenté beaucoup en termes de dépenses et d'efforts depuis 2018, pour des raisons, on va dire, justifiées qu'on reparlera après. Donc 2022, c'est un élément important, puisque pour la première fois, Amoeba vient de réussir
la chose la plus importante, c'est-à-dire réussir son dernier milestone, avoir une recommandation positive réglementaire, et donc enfin la société peut viser la commercialisation. Et on aura tout le détail. Comme je vous l'ai dit, en effet, Malte et l'Europe, et au travers, je pense, de la voix des Français à nouveau, a préféré ne pas avoir une recommandation favorable sur la partie biocide, pour des raisons qui sont toujours les mêmes. Donc on reviendra sur ces raisons, mais j'allais dire, le cadre de jeu n'est pas très clair, et donc c'est pour ça qu'on a peu de chances de gagner dans un cadre de jeu peu clair. Voilà. Les actualités réglementaires, donc on y vient directement. Ce cadre de jeu, en fait, peu clair du biocide est assez évident, puisque depuis 2018, l'Union européenne n'a absolument pas remis à jour ses guidelines, ces guides nous Mhm. permettant d'avoir des données très précises à fournir, entre autres pour l'efficacité. Donc il n'y a toujours pas de normes, il n'y a toujours pas d'éléments précis qui ont été amenés par l'Union européenne pour définir quel était le protocole d'efficacité que la société devait mettre en place pour pouvoir accéder à une efficacité reconnue. Donc nous avons nous-mêmes créé notre norme à partir d'une norme existante, et malheureusement, ça ne convient toujours pas. Donc aujourd'hui, on a décidé d'arrêter cette partie biocide pour une raison simple, c'est que le cadre de jeu étant tellement variable, tellement incertain, non clair et soumis à des aléas de certains pays sans savoir ni trop pourquoi ni comment, nous avons décidé de ne plus nous concentrer sur des éléments négatifs, mais nous concentrer sur un élément très positif qui est le biocontrôle. Je vous rappellerai plus tard que le biocontrôle aujourd'hui, c'est pratiquement 8 fois plus en termes de potentiel que la partie biocide. Et donc, on reste aujourd'hui sur une activité qui est plus rémunérateur, avec un potentiel plus fort que la partie biocide. Donc, voilà pourquoi on est parti, j'allais dire, de manière assez claire sur le biocontrôle. Hein. Alors, juste, excusez-moi, Fabrice, juste pour répondre à Eric, est-ce que le cadre de jeu est un peu plus clair aux États-Unis concernant les biocides? Alors, sur la partie biocide efficacité, elle n'existe pas aux États-Unis. Il n'y a pas de demande d'efficacité sur la partie américaine. Néanmoins, il est assez clair que les États-Unis regarderont aussi l'évaluation du dossier qui a été faite en Europe et se jugeront par eux-mêmes s'ils veulent suivre ou pas une recommandation européenne, même si une partie des éléments n'est pas pris en compte normalement par l'agence américaine. Mhm. Voilà. D'accord. Et donc, avant la fin de cette année, nous aurons très clairement aujourd'hui la réponse sur la partie biocide. Alors, je me permets d'insister un tout petit peu. Il y a Jérémy qui ne comprend pas vraiment la différence entre un biocide et le biocontrôle. D'accord, donc soyons très très clairs. Biocide, c'est une activité qui permet de traiter un risque bactérien dans l'eau et ou sur une surface. Le biocontrôle, c'est quelque chose qui permet un traitement de l'agriculture, donc des maladies champignons qui sont présentes sur l'agriculture. C'est 99% des maladies de l'agriculture sont des champignons. Dans le cas du biocide, nous utilisons l'amibe vivante, donc intègre. Elle est là pour manger les bactéries pathogènes. Dans le cas du biocontrôle, nous utilisons cette même amibe mais morte, coupée en morceaux. Et cette amibe coupée en morceaux, ce que nous appelons le lisa d'amibe, a une activité très claire antifongique démontrée en laboratoire et au champ. Donc la différence, c'est que biocide, c'est tout ce qui va être traitement de l'eau, et biocontrôle, traitement de la protection des plantes. J'espère avoir été clair, Jérémy. Si c'est oui, vous pouvez faire un petit pouce comme ça sur Ouais, le ouais, apparemment. chat. Ouais, alors, ok. Ça peut donc du coup, par exemple, lutter contre, je sais pas si tout le monde connaît, mais le carpo, par exemple, pour la prune ou des trucs comme ça. Alors aujourd'hui, on va venir sur toutes les applications sur lesquelles Amoeba a testé. Vous verrez que c'est assez pléthorique. Et c'est pour ça qu'on a aussi cette capacité Amoeba de pouvoir révolutionner le marché de la protection des plantes en biocontrôle et d'avoir une vraie action et un vrai impact pour remonter le nombre de terres cultivées aujourd'hui en bio dans le monde. Et on y Mm, vient tout de suite. mm. Et donc, du coup, en quoi ce cadre sera beaucoup plus sûr, du coup? Alors, pourquoi le biocontrôle est beaucoup plus sûr? Parce que justement, il y a un cadre réglementaire très défini sur comment on teste l'efficacité d'un produit dans le monde. Et il y a des laboratoires, dont ce qu'on appelle des sociétés de services qui sont accréditées par les États,
qui sont accrédités par les agences réglementaires pour effectuer ces tests. Et les tests, en fait, le protocole est normalisé. Donc, vous arrivez avec votre produit, vous donnez votre produit et le test est normalisé avec un produit chimique de référence et ou un produit de biocontrôle de référence. Donc, le cadre de jeu, dans ce cadre du biocontrôle, est absolument clair. C'est ce Mm. qu'on essaye d'obtenir sur la partie biocide, c'est que les autorités nous donnent un cadre de jeu en nous disant le protocole d'efficacité, Mm. c'est celui-ci. Et nous ne l'avons jamais obtenu. Voilà. Donc D'accord. l'intérêt du biocontrôle aussi, c'est que certains autres produits déjà sont passés dans les forges codines réglementaires et ont obtenu une AMM. Donc nous ne sommes pas non plus le premier produit de biocontrôle dans le monde, ce qui était le cas au niveau de biocide pour la partie micro-organismes. Ok, bon, je suppose que pour la réponse se saura un petit peu plus tard, parce qu'il y a Philippe qui demande si vous attendez d'autres annonces favorables de la part d'autres pays européens. Alors, Ou on y comment est la va. procédure, du moins? Comment ça voilà, quelle est la procédure? Alors, sur la procédure, on va y aller tout de suite derrière. Donc, au niveau des étapes réglementaires, et la question de Philippe est parfaitement ajustée au timing, donc merci Philippe. Au niveau des étapes réglementaires, vous avez une première étape qui est, vous avez un pays rapporteur que nous avons utilisé qui s'appelle l'Autriche pour la partie biocontrôle. À partir de maintenant, je ne parle que du biocontrôle, que ça soit clair. Sur la partie autrichienne, donc il est ce qu'on appelle l'État rapporteur. Il fait l'évaluation du dossier pour le compte de l'Europe. Donc c'est le seul qui évalue le dossier, qui donne une recommandation en disant à l'Europe, voici moi ce que je recommande. J'allais dire, il est assez rare de voir autre chose que les autres États suivre l'État rapporteur, parce que c'est lui qui a fait tout le travail et qui maîtrise bien le dossier. Il peut y avoir des fois des problèmes culturels pour certains dossiers, mais c'est assez rare. Les résultats des courses, une fois que le dossier, le membre rapporteur l'a présenté à l'Europe, ce qui est fait dans notre cas depuis le début de l'année, depuis que nous avons fait cette annonce au mois d'avril du retour positif, cela prend 365 jours, plus ou moins quelques décalages, et on a l'habitude des décalages réglementaires, donc on essaye de ne pas en avoir, mais on ne maîtrise pas les décalages réglementaires. 365 jours, on a ce qu'on appelle la substance active, donc le lysadamib, validé, a mis sur la liste positive européenne. Et donc, à partir de ce moment-là, une manière en parallèle, on peut proposer un produit à l'Union européenne qui prend en compte cette substance active. D'où, pour la partie européenne, vous voyez la commercialisation en 2024. Mhm. 2023, substance active. On a la substance active, on met notre produit sur le marché. Le produit est validé au niveau de l'agence réglementaire européenne, l'EFSA. Et en 2024, puisque nous sommes une substance, vous verrez, low risk, donc faible risque, nous avons une procédure accélérée qui nous permet de mettre un produit plus rapidement sur le marché, de l'ordre de 120 jours. Voilà. Sur la partie américaine, c'est différent. Sur la partie américaine, les USA et donc l'Agence de protection environnementale fait les deux en même temps, le produit et la substance. Et donc, en fait, d'ici la fin de cette année, 2022, pardon, nous attendons en fait le go de l'agence européenne, de l'agence américaine pour la validation de la substance active et du produit aux États-Unis. Nous allons redéposer un autre produit aux États-Unis, ce qui va nous prendre quelques temps, et c'est pour ça que la commercialisation sera décalée à 2023 pour la partie américaine. Un produit qu'on appelle Omri, c'est un produit qui est utilisable en agriculture biologique. Voilà, c'est une terminologie qui est utilisée aux États-Unis. Votre produit doit être Omri et les composants doivent satisfaire à une liste positive pour pouvoir être utilisé en agriculture biologique. En D'accord. Europe, notre produit sera de facto en agriculture biologique. Nous n'aurons pas à demander, puisque nous sommes en fait un micro-organisme coupé en morceaux, sans risque, nous serons automatiquement mis utilisables en agriculture biologique. Alors, j'ai une petite question de Martine que je ne comprends pas très bien. Elle me demande si l'AMM n'entraînerait pas des conflits d'intérêts. Alors, je ne sais pas répondre à cette question. Ouais, je Je ne ne vois pas comprends trop ce pas non qu'elle plus. veut dire. Ok. Alors, Si, juste pour. si elle peut préciser la question. Oui, voilà, si elle peut préciser la question, Martine, merci. Là, je peux pas. Voilà, moi, je l'ai posée, mais je ne peux pas trop. Voilà. Alors, avez-vous des concurrents européens ou américains d'ailleurs sur le marché? Alors, sur la partie biocontrôle, il y a des produits déjà qui sont commercialisés,
qui ont une efficacité qui est trop faible. Et donc, c'est pour ça que vous verrez que le marché du biocontrôle n'arrive pas à décoller dans le monde, parce que Mhm. l'efficacité est trop faible. Donc, il en existe déjà, hein, commercialisé. Et vous avez d'autres produits de biocontrôle qui essayent de sortir, comme une société qui travaille en Belgique sur des anticorps. Vous D'accord. parliez de la sous-évaluation d'une société. Cette Mhm. société est en retard, on va dire, par rapport à nous d'une bonne année. Son marché visé n'est que la fraise et on est aujourd'hui sur une valorisation à 225 millions. Voilà, Mhm. de market cap. D'accord. Voilà les seuls concurrents que nous avons aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de nouveau parce que le spectre d'action aussi large n'existe que très peu dans le monde. Mais on en parlera après. Alors, je vais répondre, je vais poser deux questions en une, en fait. Au niveau du réseau commercial, est-ce que vous avez déjà un réseau de commercialisation en place ou est-ce que la stratégie est plutôt de s'adosser à un partenaire, voire plusieurs? Alors, on va devoir passer à la prochaine slide. Je suis désolé. D'accord, pas C'est de mon problème. joker. Vous avez remarqué, je l'ai peu utilisé, mais C'est là, vrai. je vais l'utiliser. Je suis désolé. Donc, on y arrive. Ok. Donc, en objectif pour nous, et vous avez une deuxième partie, une troisième partie réglementaire qui est en cours chez Amoeba, qui est extrêmement importante, sur laquelle nous avons des essais en cours. Nous ne pouvons pas encore communiquer sur les résultats car nous ne les avons pas tous. Mais c'est la commercialisation au Brésil sur le soja qui représente aujourd'hui plus de, vous verrez, à peu près 2 milliards d'euros de Mhm. chiffre d'affaires juste pour la vente des fongicides au Brésil et que pour le Brésil. Donc c'est un marché énorme pour ces gens-là qui nous ont fait un accueil vraiment formidable pour notre produit. Et vous allez comprendre après pourquoi cet accueil a été si formidable et comment notre produit pourrait solutionner une problématique énorme du marché brésilien qui représente le soja un nombre important du PIB du pays. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? 2022-2023, nous avons un enjeu qui est l'optimisation et la préparation de notre industrie pour la commercialisation de notre produit dans le monde. Et donc, nous sommes en marche forcée. Vous l'avez vu certainement que notre directeur industriel, Hervé, est arrivé pour renforcer cette partie-là et que nous sommes équipés en interne d'une expérience énorme pour pouvoir industrialiser notre produit dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions. Donc 2024, la société est en marche sur la partie commercialisation. D'accord. Je vais revenir sur la partie des marché des fongiques et des fongicides parce que c'est important que vous compreniez quand même exactement comment ils se structurent. La première chose qui est à comprendre, c'est quelles sont finalement les problématiques de ce milieu. Le milieu des pesticides aujourd'hui, et vous l'avez certainement remarqué vous dans la partie communication, c'est la paupérisation du nombre de nouvelles molécules. Vous voyez qu'aujourd'hui, les agences réglementaires, mais aussi l'environnement sociétal, préfèrent supprimer et on est vraiment dans une tendance de fond très lourde à la suppression de tout produit chimique qui aurait un impact sur l'homme et l'environnement. Et donc ça va à une vitesse phénoménale et on voit les molécules les unes après les autres disparaître. Jusqu'au point, pour être très clair, que l'Union européenne s'est fixé un objectif de réduire de 50% les produits phyto les plus préoccupants en Europe d'ici 2030. 2030, c'est vraiment dans très peu de temps. Mais pour ce faire, il faudra trouver des éléments de compensation pour la Substitution. perte de ces phytos chimiques qui aujourd'hui jouent un rôle important dans l'économie agricole. Et donc, les agriculteurs et l'ensemble des professions se tournent vers tous les nouveaux produits qui arrivent parce qu'ils savent très bien qu'à très court terme, l'échéance de certains produits est complètement remise en cause. La deuxième chose qui est très importante à comprendre, c'est que l'agriculture biologique aujourd'hui, malheureusement, n'est composée que de très peu de produits. Vous avez le cuivre et le soufre, même si certains imaginent que le cuivre et le soufre a un peu du mal à être un produit de biocontrôle ou d'agriculture biologique, c'est le cas. Et le cuivre a été très challengé à sa revalidation en Europe. Il a pratiquement été question de le supprimer. La France s'est battue pour le conserver, mais il est probable que dans les années à venir, il y ait une réduction de dose, voire une interdiction du cuivre, qui représente aujourd'hui une part très 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 significative de l'agriculture biologique en France, voire pratiquement toute l'agriculture biologique pour la vigne. Donc c'est un élément extrêmement important qui risque de disparaître, même dans la partie bio, parce que son impact sur l'environnement aujourd'hui a été jugé inacceptable et trop fort. Voilà. Il y a donc très peu de solutions équivalentes et donc le marché se paupérise en produits chimiques et
peu, malheureusement et pas assez, de molécules biocontrôle arrivent sur le marché. La preuve, l'objectif aujourd'hui de l'Union européenne, c'est d'arriver à ce que 60% des usages d'ici 2025, c'est-à-dire un an après la commercialisation du produit Amoeba, d'ici 2025, 60% des usages soient couverts par des produits de biocontrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'autorisera plus, c'est le couple produit, donc produit de traitement et plantes, maladie, va être obligatoirement un couple qui devrait être traité par une partie biocontrôle. Donc tous les mildious de la planète en vigne, par exemple, eh ben, Mhm. au moins 60% doivent être traités sur un produit de biocontrôle. Et donc on ne va revalider bientôt que des produits de biocontrôle. Le rouleau compresseur est en marche, on était à 50, on passe à 60 d'ici 2025. Vous voyez très rapidement qu'on va arriver à une centaine de pourcents, qu'il n'y aura plus aucune revalidation de molécules chimiques et que toute l'Union européenne ne voudra qu'une seule chose, c'est les produits de biocontrôle. Au niveau des surfaces aujourd'hui qui sont traitées en Europe, vous avez à peu près 24 millions d'hectares de produits conventionnels, donc traités en conventionnel, et simplement 1 million d'hectares en bio, ce qui fait à peu près de l'ordre de 4%. Il faut savoir que l'Union européenne s'est aussi fixé l'objectif d'avoir 25% d'ici 2030 de surface traitée en bio. Donc la progression du bio est impérative et obligatoire, et tout ça dans un marché qui fait aujourd'hui 12 milliards d'euros. Donc si je prends l'ensemble du marché des fongicides vendus dans le monde, c'est 12 milliards d'euros, chimiques et biologiques. Voilà. J'ai une petite question de Kim. Pour la production, en fait, est-ce que vous êtes autonome pour les produits actifs ou autres matériaux ou pas? Parce que, comme par exemple pour la crise qui y a eu en fait, avec le Covid ou l'Ukraine, il y a pas mal de problèmes d'approvisionnement. Donc, est-ce que vous êtes autonome ou est-ce que vous êtes dépendant du marché? Alors, on est tous dépendants du marché, mais nous, on a une vision de commande à un an, donc ce qui nous permet d'avoir en fait une capacité d'anticipation assez forte. Nous n'avons aucun produit sourcé unique, donc nous avons la possibilité d'avoir un minimum 2 ou 3 références par produit en interne. Donc, nous avons, j'allais dire, nous sommes impactés de manière très limitée par la situation actuelle. D'accord. Et juste pour répondre à Bernard, si vous pouvez, hein, qu'est-ce que vous savrez à peu près évaluer l'écart de coût hein, qu'il y a pour un agriculteur, par exemple, entre le bio et le chimique? On viendra après sur le sujet. D'accord. Mais oui, on l'a évalué, donc on viendra sur le sujet clairement après. D'accord. Pour être très clair, pourquoi aujourd'hui notre technologie nous permet d'avoir cette ambition dans le marché de la protection des plantes? Un, parce que nous sommes depuis très longtemps dans ce marché, nous arrivons avec une nouvelle substance active qui n'a jamais été vue, c'est un lysadamide. Que ce lysadamide, en fait, dans la partie biocontrôle, nous avons indiqué précédemment que le manque d'efficacité était l'élément principal, majeur, pour la non-utilisation des produits de biocontrôle, d'où le 4% au niveau mondial. Et pourquoi on arrive à cet état-là? Parce que la plupart des produits de biocontrôle n'ont qu'un seul effet, c'est-à-dire ils stimulent les défenses naturelles des plantes. Ce sont ce qu'on appelle des éliciteurs. C'est un terme un peu barbare, mais c'est comme ça, c'est la définition. Donc aujourd'hui, ces éléments-là, éliciteurs, ont la capacité de pouvoir à un moment donné stimuler les défenses naturelles, mais quand la pression de la maladie est trop forte, malheureusement, ça s'arrête et la maladie prend le pas. L'intérêt d'Amoeba, c'est que nous avons démontré un deuxième effet qui n'existe pas pour la partie des biofongicides, qui est un effet fongique direct sur le champignon. En effet, notre produit, nous l'avons démontré clairement en laboratoire dans la vigne, dans le blé aussi, en même temps les maladies du blé, auprès d'organismes spécialisés pour ce genre d'opération d'évaluation, que notre produit inhibe la germination des spores. Donc comme un produit chimique, il vient en fait inhiber la germination des spores et le développement de la maladie. Donc on arrête la maladie à partir du moment où le champignon a rencontré notre produit. Et ça, c'est une différence extraordinaire majeure qui nous permet non seulement d'avoir une régularité dans l'efficacité, donc une forme de régularité tout au long des pressions de maladie, mais aussi en même temps d'avoir un spectre très large d'activité. Et d'ailleurs, en spectre d'activité testé aujourd'hui au champ par l'entreprise, donc en conditions réelles, sur des laboratoires accrédités ministériels et réglementaires,
donc des études qu'on peut utiliser dans des dossiers réglementaires. Nous avons montré des efficacités dans la vigne, la pomme de terre, les cultures maraîchères comme les tomates, les courges et le laitue, la partie céréales, et on travaille aujourd'hui sur des cultures tropicales. Je vous en parlerai certainement peut-être dans un communiqué de presse plus tard, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, un produit de biocontrôle généralement ne faisait qu'une seule de ces applications et qu'aujourd'hui, le nôtre peut aller même sur les grandes cultures. C'est aucun produit de biocontrôle aujourd'hui n'est capable d'être dans les grandes cultures, à part Amoeba. Donc ça, c'est une vraie possibilité d'augmenter ce nombre d'hectares développés en bio, parce qu'évidemment, c'est du volume. Je vous rappelle que la solution est 100% biologique, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun produit chimique. On prend une amibe, on la lise en morceaux, c'est organique, et le lisa est utilisé derrière comme solution que l'on dispatche dans les champs. Donc on verra qu'on utilise exactement le même principe qu'un produit traditionnel et qu'on ne demande pas à l'agriculteur d'avoir quelque chose de particulier pour mettre et appliquer notre produit. Comme je vous l'ai dit, on est en solution alternative ou complémentaire aux produits conventionnels. Et demain matin, c'est plus de 250 essais qui ont été faits par Amoeba Auchan. 250, c'est énorme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour un dossier réglementaire, il faut à peu près 6 essais pour l'Europe. Nous, on en est à 250. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour vous donner un petit peu la profondeur et la qualité du dossier réglementaire. On reviendra sur ce point après, parce que c'est extrêmement important. Qu'aujourd'hui, on a plus de 150 tests qui ont été faits par nos partenaires, qui ont confirmé nos tests par rapport aux efficacités qu'on avait pu nous découvrir. Et on est dans plus de 15 pays, 3 continents. Voilà. Donc, vous vous rendez compte un petit peu de la puissance et de la profondeur du dossier biocontrôle Amoeba et aussi de notre préparation déjà en pré-commercialisation pour pouvoir attaquer nos marchés futurs. Donc, si je résume nos axes de différenciation, là où un produit de biocontrôle a entre 25 et 30% d'efficacité, nous, on a entre 50 et 80. Dans certains cas, nous avons une qualité d'efficacité qui est équivalente aux produits chimiques, strictement équivalente. Donc, aucune perdition en termes d'efficacité. Facile à transporter, c'est de la température ambiante, il n'y a pas de réfrigérateur, c'est vraiment quelque chose de simple à transporter. L'Autriche a été très claire, vous avez un produit aujourd'hui qui est sans classe de danger. Le cuivre et le soufre ont des classes de danger. Le nôtre n'en a pas. On est sur un produit qui n'a pas de limite de résidus. Vous avez des produits utilisés en agriculture biologique qui s'appellent le phosphonate. Ce phosphonate, c'est un produit, il a tellement de limites de résidus et de contraintes que les gens ne veulent plus l'utiliser. Ne pas avoir de limite de résidus, c'est grosso modo traiter votre produit, votre pomme, attendre 48 heures parce que c'est le délai obligatoire réglementaire, peu importe, et vous mangez votre pomme immédiatement, sans aucun risque. Simple d'utilisation parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne modifions pas toute la chaîne, nous rentrons parfaitement dans la chaîne logistique de tous les agriculteurs avec les mêmes produits qu'ils utilisent, leurs pulvérisateurs et leurs tracteurs. Et sachez que personne d'autre ne pourra le faire parce qu'aujourd'hui, c'est breveté. Et en plus, le savoir-faire industriel d'Amoeba nous protège pour les, on va dire, au moins 20 ans à venir sur la partie production industrielle de cette amibe et du produit associé. Pour vous donner et vous répartir un petit peu en termes de stratégie commerciale, et c'est là où je vais répondre à la question, je crois que c'était de Philippe, me semble-t-il, concernant les distributeurs et le réseau de commercialisation. Donc, nous avons évidemment une société qui n'a pas la taille d'aller chercher l'ensemble de ces marchés et nous ne pouvons pas nous disperser sur tous les marchés. Donc, nous avons décidé de faire une forme de segmentation qui répond à un critère très précis, c'est qualité d'efficacité très forte du produit. Deuxièmement, valeur ajoutée du marché forte. Et donc, quand on combine ces deux éléments-là, vous avez les chiffres sur votre gauche qui représentent les potentiels marchés des applications visées. Et ben, nous avons décidé de prioriser les vignes, les cultures maraîchères et le blé. Voici les 3 éléments sur lesquels nous maximisons la valeur ajoutée et l'impact volume. Mais nous allons aussi limiter sur 3 zones géographiques, France, Italie, Espagne et Californie, parce qu'on ne peut pas se disperser de partout. Alors juste pour répondre à Eric, est-ce que le produit sera le même suivant la nature du traitement? Alors, la substance active restera toujours la même.
parce que le D'accord. lisa d'amide reste l'élément actif. La formulation, c'est-à-dire comment l'amibe sera protégée pour qu'elle puisse être efficace, sera différente. Il y en aura 2 en Europe et une aux États-Unis qu'on appelle Ambry aux États-Unis. D'accord. Cette société aura 3 produits et certains produits seront utilisables dans certaines agricultures et pas dans Mhm. d'autres, dû à une formulation dédiée à l'application, par exemple dans le blé, qui a une cuticule plus épaisse, et donc on travaille avec ce qu'on appelle une OD, une huile dispersive, et non pas une suspension concentrée aqueuse. D'accord. C'était pour Voilà. répondre à Eric. Parfait. Je pense qu'Eric doit être satisfait de la réponse. Deuxième chose, nous travaillons beaucoup aujourd'hui avec des agriculteurs en direct. Nous travaillons beaucoup avec des partenaires commerciaux. Nous n'avons pas encore choisi le mode de commercialisation de la société. Nous n'avons pas de réseau aujourd'hui déjà en place pour une raison très simple, c'est que nous pré-commercialisons et la pré-commercialisation nous demande de travailler sur des programmes. Donc, optimiser l'association de notre produit seul, dans le cas de l'agriculture biologique, ou avec d'autres produits biologiques, et dans le cas des cultures conventionnelles, de le positionner au bon endroit pour réduire la pression des pesticides de au moins 50%. Par exemple, dans le blé, on pourrait imaginer que notre produit vienne en premier traitement et que le deuxième traitement se fasse avec un produit chimique. Voilà, on travaille ces programmes avec des maraîchers, avec des agriculteurs, avec des céréaliers. Et donc, ce sont ces gens-là, pour l'instant, aujourd'hui, nos key opinion leaders, qui nous sont les plus précieux pour comprendre exactement comment on optimise notre produit. Et après viendra le temps, une fois qu'on aura compris la valeur réelle et le potentiel de notre société et du produit, viendra peut-être dans un deuxième temps une discussion finalement avec ses partenaires et on verra et on en reparlera à ce moment-là, mais je n'imagine pas que ça soit avant 2024. D'accord. Ça m'évite de poser une question d'Eric, qui justement demandait les échéances pour ces partenariats. Donc, Eric a la réponse. Merci Eric. Il y a 2 choses qui sont à continuer, c'est la production. Vous avez aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en fait, aujourd'hui, ce sont des millions d'hectares d'agriculture qu'on va devoir alimenter avec notre produit. Donc nous avons à Chassieux ce qu'on appelle un centre de recherche et développement industriel. Donc recherche, parce que vous le savez, Amoeba n'est pas concentré que sur l'eau et sur la protection des plantes. Nous avons aussi bien d'autres applications parce que il y a tellement de sociétés en cosméto, en santé, en industrie qui ont un produit chimique qui traitait un risque bactérien, fongique qui va disparaître, que c'est tout l'ensemble du monde économique qui est en train de muter. Donc notre recherche est focalisée sur un nombre d'applications importantes qui sont à des stades de recherche, donc on n'en parle pas pour l'instant, mais on travaille beaucoup sur d'autres applications. Et ça, c'est quelque chose qui est fait à Chassieux. De plus, à Chassieux, on a une mini-usine et cette mini-usine nous permet aujourd'hui de concevoir l'usine qui est en train d'être arrivée, qui va arriver, pardon, et qui sera opérationnelle pour 2024-2025 pour la commercialisation, et donc qui nous permettra de pouvoir comprendre finalement comment cette usine prototype industrielle biocontrôle pourrait être figurée. Alors, j'ai juste une toute petite question que Martine ne cesse de poser depuis tout à l'heure. C'est vrai, c'est comment vous pouvez breveter des produits vivants? Alors Martine, on ne brevette pas des produits vivants et vous avez entièrement raison. En fait, en Europe, on brevette une application, c'est-à-dire qu'on brevette un usage. Donc on brevette l'usage de l'utilisation de du LISA de Willartia mania comme application fongicide. Et c'est cette application qui est brevetée. Donc on brevette l'application qui met en lien l'amibe et le germe. Donc on ne brevette pas l'amibe en tant que telle. Vous pouvez la récupérer, vous pouvez éventuellement la développer dans votre cuisine et en faire un anti ce que vous voulez, du moment où je n'ai pas déjà breveté moi le fait que je revendique cette action contre un pathogène ou un champignon. D'accord. J'ai une petite question là aussi de la part de Jérémy. Je la lis telle qu'elle, hein, comme ça. Vous ne proposez pas une solution aux pesticides bio contre les ravages des insectes comme alternative aux pesticides actuels conventionnels? Alors, nous ne faisons pas les insectes. Les insectes, c'est une autre partie des maladies des plantes. Nous, on fait la partie champignons, fongicides.
La partie insecticide, c'est une autre partie et en fait, nous n'avons absolument aucun effet sur les insectes. D'ailleurs, tant mieux parce que ça veut dire que notre produit sur les abeilles n'a strictement C'est aucune bien. problématique Ouais. contre les abeilles et il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, on est très fiers aujourd'hui, protection complète de nos abeilles grâce à notre produit. Voilà. D'accord. Merci Jérémy pour la question, c'était essentiel de le préciser. Et je l'avais Alors, oublié, donc c'est parfait. d'accord. Juste pour répondre à René, du coup, maintenant, et l'usine, elle serait implantée où? Toujours sur Lyon? Alors l'usine, très clairement, sera implantée en France, c'est sûr et D'accord. certain, et on va dire dans un quart sud-est France. Les discussions sont en cours avec les régions. Vous n'êtes pas censé ignorer que les régions se battent aujourd'hui pour garder de l'industrie, que le gouvernement, l'Union européenne, a fait des plans d'aide très importants pour l'industrialisation de la France. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'être courtisés et c'est tant mieux. Nous sommes très heureux de savoir que la France aujourd'hui a pris conscience de cette vallée de la mort qui était l'industrialisation. Elle a mis des moyens énormes dessus. Bravo en tout cas aux gens qui portent ce projet en France. Et nous, aujourd'hui, on est en train de travailler avec ces institutions pour pouvoir justement récupérer un maximum d'aides et de subventions. Donc pour D'accord. l'instant, Alors, pour répondre déjà à Thomas, à part Willy, est-ce que vous envisagez d'autres espèces d'amibes, pardon, pour, par exemple, étudier le LISA? alors aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Hmm. Pourquoi? Parce que le LISA est très efficace. On travaille plutôt à étendre le nombre d'applications de ce LISA dans différentes autres applications et d'autres domaines, plutôt que d'aller chercher une autre amibe, pour une raison aussi assez simple. Et une deuxième, c'est le procédé industriel de production de cette amibe est très très optimisé pour cette amibe. Et il faudrait recommencer plusieurs années de recherche et développement si on devait travailler avec une autre amibe pour l'industrialiser. Voilà. Donc, potentiellement une perte de temps. Hmm. D'accord. L'application et le nombre d'applications est tel que rien qu'avec le Lisa d'Amib aujourd'hui, croyez-moi, la société a encore au moins 20 ans d'avenir et de travail en R&D sur le sujet. Donc, on a beaucoup, beaucoup de sujets à travailler. Alors, je pense que vous allez y venir après, Fabrice, mais il y a pas mal de questions sur comment financer tous ces programmes. Alors, on y va. Vu qu'en plus, c'est vrai, il y a certaines personnes qui sont actionnaires depuis l'introduction en bourse. Et donc voilà, donc vu le cours actuel, etc. Donc, comment allez-vous financer un petit peu tout ça? Est-ce que vous pouvez répondre tout simplement? Alors, je vais Ou, vous donner un petit peu la magnitude de l'investissement, comme ça voilà. on va démarrer sur le sujet. Donc, l'usine que l'on prévoit de faire, sachez qu'Amoeba, depuis pratiquement 2018 aujourd'hui, ne dépense que 6 millions d'euros par an, pas plus, et n'a jamais augmenté ses dépenses. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement vertueux et prolifiques en termes de R&D et de valeur ajoutée en ne dépensant que 6 millions d'euros. Prenez les biotech traditionnelles qui travaillent en medtech ou en santé, ou sur des molécules de santé, vous verrez que le cash dépensé par an, c'est pas 6 millions d'euros. Donc aujourd'hui, notre industrie est extrêmement vertueuse. L'effort qu'on va demander, nous, supplémentaire, c'est 15 millions d'euros pour une usine prototype qui nous permettra d'attaquer déjà une part significative du marché mondial européen et américain. Et je vous ai donné les parts de marché qu'on pourrait atteindre avec l'usine, donc c'est 15 millions d'euros d'investissement, qui sont des parts de marché sur l'activité agriculture biologique des États-Unis et de l'Europe avec cette première usine. D'accord? Et on la considère prototype parce que on fait un gap de x10 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et clairement, on refera un gap de x10 pour l'usine, on va dire définitive, industrielle, qui pourra adresser le marché mondial dans des proportions qui sont encore plus importantes. Donc, comment on va faire pour ces 15 millions d'euros? Il y a une partie importante qui est ce qu'on appelle le programme BPI France 2030, première usine. Donc, vous avez jusqu'à 30% de subventions et d'avances remboursables qui vous sont octroyées sur une base qui est du foncier, de l'immobilier, de l'incorporel, mobilier, enfin, sur l'ensemble des dépenses. Donc, ça, c'est énorme, ça n'existait pas. Il y a plusieurs dossiers, ça vient d'être lancé. Le premier appel d'offres a démarré cette année. Et évidemment, on va concourir à ce type d'aide. Donc, on va travailler sur ce qu'on appelle du non dilutif. On a aussi les régions qui viennent nous apporter énormément de subventions.
et des subventions qui sont sonnant et trébuchant, jusqu'à 1 million d'euros pour certaines régions. Et donc, c'est aussi un élément non dilutif qu'on va amener dans la balance. Donc, il faudra quand même un élément dilutif, et cet élément dilutif se fera et pourra se faire en fonction du cours de bourse d'ici la fin de l'année, et on l'espère, pour avoir des fonds propres qui nous permettront de compléter ces subventions et ces avances remboursables. Il faudra, grosso modo, aller chercher à peu près, on va dire, entre 10 et 15 millions d'euros supplémentaires. Ça, c'est une première tranche. Si le cours se porte vraiment très bien, on peut tout de suite commencer à aller chercher 20 millions d'euros. Mais évidemment, ça dépendra de la market cap et de l'évolution du cours que je ne fais pas. Et donc, le cours ne m'appartient pas. Donc, on en reparlera fin d'année. Et vous demanderez à Christian de nous faire une formation gratuite sur Pas de l'évolution du pro- cours. pas de problème. Il y en a tous les mois, et aucun problème. Juste pour revenir sur cette notion de biocontrôle, c'est vrai que j'ai oublié de poser la question, plusieurs fois Jérémy l'a posé. Dans la définition de biocontrôle, est-ce que c'est forcément un organisme biologique mort ou ça peut également être des molécules chimiques inertes? Alors, le biocontrôle, c'est une définition qui n'appartient qu'à la France. Il n'y a que la France qui a déposé le terme biocontrôle dans le monde. Donc, dans les autres pays, c'est ce qu'on appelle les biopesticides. Donc, un biocontrôle ou biopesticide, ça peut être issu de différents éléments. Ça peut être soit un organisme vivant, Hmm. et il en existe qui s'appellent des bacillus dans l'agriculture aujourd'hui. Ça peut être aussi un organisme, une molécule unique, ce qu'on appelle un extrait naturel, l'extrait naturel d'orange, de Hmm. thé. Et donc ça aussi, ça fait partie du biocontrôle. Ça peut être une protéine, un anticorps, et ça aussi, ça fait partie du biocontrôle. Et ça peut être, comme dans le cas d'une autre société, un lisa de levure, et ça fait partie aussi du biocontrôle. Oui, donc Et le lisa fait partie du biocontrôle. d'accord, donc c'est assez vague. D'accord, très bien. Bon, ben voilà, Donc la j'avais mis. définition n'est pas très restrictive, Ouais. elle touche surtout à un élément qui s'appelle ne pas avoir d'impact sur l'homme et l'environnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est le plus important dans la définition du biocontrôle, c'est que vous devez démontrer que vous n'avez pas d'impact à la fin sur la partie santé humaine et environnement. Et oui, en effet, c'est quelque chose d'organique, mais l'organisme et le chimique, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire Hmm. qu'à un moment donné, du carbone, ça reste du carbone. Une molécule Ouais. de carbone, c'est une molécule de carbone. Voilà. OK? D'accord. Alors peut-être une question qu'on n'a pas encore abordée, mais pour répondre à Chap, est-ce que vous faites des tarifs en fonction des superficies par hectare? Alors, nous avons une politique qui est vraiment très claire. Aujourd'hui, l'agriculteur est capable de payer un certain coût à l'hectare. C'est-à-dire qu'il a aujourd'hui, en biologique ou en chimique, et on le maîtrise nous très très bien, on le connaît par cœur, par région, par application, par typologie de maladie, on sait Hmm. très bien combien un agriculteur dépense chaque année pour traiter son hectare de Mhm. champs, de blé, de céréales, Mhm. tout ce que vous voulez. Et donc, nous savons, nous, comment adapter notre prix pour rentrer dans ce prix final. D'accord. Et oui, nous rentrons dans ce prix final et nous avons la possibilité de pouvoir donner à l'agriculteur, en effet, la capacité d'utiliser du biocontrôle de manière assez large. D'accord. Voilà, Chap, vous avez la réponse. Bon, j'espère avoir été clair en tout cas. Voilà, c'est un petit peu l'ensemble de la présentation. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'on n'est pas très loin d'avoir fait les 45 minutes. On a même dépassé un petit peu. Alors, je vais juste revenir sur la question de Martine de tout à l'heure. Ah, d'accord. Les autorités qui délivrent les autorités de mise sur le marché, est-ce qu'elles sont indépendantes? Alors, elles sont normalement indépendantes, il faut Oui. être assez clair. Chaque autorité de pays est indépendante et est une autorité, ce qu'on appelle technique ou d'État. Mhm. Donc, c'est l'État, in fine, qui choisit. Donc, c'est pour ça que je parle d'indépendance relative, parce qu'il y a un élément politique quand même important dans la décision de ces États. Mais par contre, c'est l'Union européenne qui choisit, in fine, c'est l'EFSA dans le cadre du biocontrôle. Donc c'est supra-étatique. Vous avez une politique européenne qui est censée en fait couvrir, donc l'EFSA, l'Agence française de sécurité des aliments, est censée couvrir en fait la politique générale européenne
Et si elle veut du biocontrôle, elle est là pour l'obtenir. Hmm. Voilà. Peu importe ce que les États, derrière, ont envie de faire. Donc il y a une vraie suprématie de l'Europe sur le sujet. Ça rentre dans le plan européen. D'accord, mais écoutez, merci pour la réponse. Comme ça, Martine, voilà, pas de problème. Vous avez vous avez la réponse. Est-ce que vous avez d'autres... alors c'est vrai, il y a pas mal de questions sur le cours de bourse, mais comme disait Fabrice, de toute façon, la bourse, c'est l'offre et la demande. Voilà, bon, il y a eu des moments de hausse au début, c'est vrai, juste après l'introduction. Là, bon, elle vaut, je crois, 0,6 aujourd'hui. Ben après, bon, c'était pas un peu trop le but enfin, du moins du webinaire de ce jour. C'était présenter surtout la société, c'est présenter l'avenir. Donc voilà, et présenter surtout ce marché, c'est vrai, qui a l'air gigantesque. Alors, euh, juste pour répondre à Kim, par curiosité, quel est votre parcours avant de fonder Amoeba? Qu'est-ce qui vous a mené à créer cette entreprise? Est-ce que Alors, vous êtes plutôt scientifique ou vous êtes plutôt business de formation? C'est quoi votre background? alors, mon histoire, en fait, c'est que je suis un scientifique, un biologiste qui a mal tourné, qui a fait du business toute sa vie. Donc, je suis allé du côté obscur de la force. D'accord. Je suis passé de la science vers la partie économique. Hmm. Et vous allez rire, j'adore les deux. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir les deux dans mon cerveau en même temps. Je suis biologiste et je suis aussi ardéchois. Alors, pour ceux qui se reconnaîtront dans l'Ardèche, vous verrez que c'est important pour nous, la terre et les hommes. Et c'est très important aujourd'hui d'être convaincu d'une chose, et je suis convaincu de cette chose, que nous avons le devoir de faire changer les choses. Si nous attendons les politiques et si nous attendons les décisions supra-étatiques pour arriver à faire avancer notre environnement et notre quotidien, peut-être que nous allons attendre indéfiniment. Donc grâce à nous, grâce à vous, actionnaires, et grâce à l'ensemble, c'est aujourd'hui la capacité de pouvoir faire bouger les choses. Donc nous avons, nous, cette responsabilité parce que nous avons les moyens de le faire. D'accord. Sachez que tout Amoeba se sent responsable de cette mission. Est-ce que, alors pour répondre à Mimoun, est-ce que vous avez des perspectives avec notamment des partenariats avec des gros industriels comme BASF, Bayer ou certains d'ailleurs de leurs produits? Est-ce que c'est prévu ou... Pour l'instant, on a interdit aucun partenaire à venir tester notre produit. Donc, on est dans un test assez large. Et comme je l'ai dit, et je le redis, nous n'avons absolument pris aucune décision et nous ne sommes absolument pas convaincus d'un schéma de commercialisation plutôt qu'un autre. Donc aujourd'hui, nous sommes ouverts, nous testons nos partenaires, nous testons les business models possibles pour la société. Et d'ici 2 ans, nous aurons une idée très précise duquel, pour nous, nous donne une capacité d'action libre et totale et entière pour développer notre produit dans le monde d'ici 2024. Hmm. D'accord. Alors, il y a juste Bernard qui vous demande un petit cadeau. Si jamais, plus tard, pourquoi pas offrir des bonnes souscriptions d'actions aux actionnaires anciens. Voilà, donc, tout simplement. Alors dans ces Euh, cas-là, sinon, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un maintien de DPS. voilà, c'est ça. On peut faire une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, mais bon, on n'y est pas encore là. Alors, nous attendons deux réponses. Ouh là là. Nous attendons trois réponses. Deux aux USA, deux au Canada et un au Brésil. Est-ce que c'est ça? Alors, pas tout à fait. Ah, Deux aux pas tout à USA, fait, vous voyez. deux aux USA, biocide et biocontrôle, d'accord? Une au Canada, biocide, et une au Brésil, biocontrôle. D'accord. Donc, c'est un point important. La société a souvent été chahutée, on va dire, par ces annonces réglementaires ou ces décalages ou ces éléments. Et Biocide a toujours été une problématique pour nous. D'ici la fin de l'année, on aura pour une fois et enfin fini complètement ces aléas réglementaires. Et on aura une vision d'entreprise très claire en fin d'année à donner à nos actionnaires autour, je l'espère, de plusieurs applications, mais sinon d'une seule qui s'appelle le biocontrôle. Et Mhm. ce qui nous permettra enfin, pour une fois, d'avoir une vision définitive, claire, et non plus de faire des yo-yo boursiers à cause de décisions biocides à droite et à gauche, plus ou moins aléatoires. Donc, l'idée pour nous, c'est d'éclaircir notre vision d'ici D'accord. 2022 et donner une perspective claire à nos actionnaires pour les 2, 3 ans à venir. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je rappelle juste que l'action est éligible au PEA, PEA, PME. C'est ça?
tout à fait. Le mnémonique, c'est ALMIB, voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je crois qu'on a répondu. Je crois que vous avez répondu, Fabrice, à toutes les questions. Magnifique. Ben, écoutez, ça a l'air parfait. Je vois pas d'autres questions. Merci. Tout le monde dit merci. Bon, ben, vous voyez. Eh ben, Donc, merci à tout le apparemment, monde. ben, écoutez, merci tout le monde d'avoir participé, d'avoir pris du temps pour écouter Fabrice. Voilà. Donc, sur la société, donc, c'est la société Amoeba. Hein, voilà. Donc, je vous rappelle, le mnémonique, c'est ALMIB, éligible PEA, PEA, PME. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour écouter Fabrice. Et puis, ben, Fabrice, peut-être une prochaine fois. Eh ben, avec plaisir. Merci Hein. à tout le monde en tout Voilà. cas. Très bonne fin de journée à tous et à Merci toutes. beaucoup. Merci tout le monde. Et puis à bientôt. Allez, au revoir.